Est-ce que l'IA va nous prendre nos jobs? Eh bien, la réponse à cette question n'est pas simple. Tout simplement parce qu'il faut d'abord commencer par essayer de comprendre quels sont nos jobs aujourd'hui. Donc là, on peut voir qu'il y a différentes catégories de jobs. Il y a les cadres et professions intellectuelles supérieures, donc ce que j'appelle un petit peu les artisans de la connaissance, qui travaillent principalement avec leur réflexion et qui doivent produire des choses principalement intellectuelles. Donc on inclut les développeurs, le marketing, en gros tous les métiers qu'on trouve dans la plupart des startups, quoi. Et dans les grosses boîtes aussi, bien évidemment. Il y a les professions intermédiaires, il y a les employés, euh, les ouvriers, les agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, autres militaires sans emploi déclaré. Mais en gros, l'abstraction qu'on peut faire ici, c'est qu'il va y avoir une catégorie de personnes qui font du travail, en gros, manuel. Donc on peut inclure les ouvriers, les agriculteurs, peut-être la moitié des employés, ce qui fait roughly 36-40%. 40% de travail manuel ou relativement manuel. Probablement qu'il y a aussi 40% de travail semi-manuel. Par semi-manuel, j'entends des employés qui travaillent dans des entreprises, pas avec des machines. Par machine, j'entends des tracteurs, pas des ouvriers, quoi, pas ce genre de choses, mais des personnes qui ont un travail un peu répétitif. Par exemple, un télémarketeur ou quelqu'un qui travaille au support client, ou quelqu'un dont le travail est principalement de gérer des documents, de la documentation, de créer des documents, de créer des présentations, ce genre de choses. Donc c'est du travail semi-manuel dans le sens où c'est un travail qui a de la valeur, c'est un travail qui n'est pas entièrement manuel, mais qui nécessite pas beaucoup d'intellect. Non pas que ces personnes sont pas intelligentes, mais ce sont des personnes qui peuvent faire des choses en se basant principalement sur du traitement de la donnée, comprendre certaines choses, mais ça nécessite pas, comment dire? Ça nécessite de l'intelligence analytique, mais pas créative. Et ensuite, on a 20%, peut-être 20% de travail, complètement intellectuel, et création, idéation. Travailleurs de la connaissance, knowledge worker, les travailleurs de la connaissance. Donc, bon, pour moi, je pense que tous les métiers sont intéressants. Je pense pas que le travail manuel soit moins intéressant que le travail intellectuel, entre guillemets. Je pense pas que ce soit moins important, au contraire. En tout cas, c'est à peu près ça, je pense, la répartition. Le travail sur lequel l'IA peut avoir le plus d'impact, c'est le travail semi-manuel. Parce que, donc je vais le noter, hein, analytique. L'IA a beaucoup d'impact là-dessus parce que elle est très forte en analyse, elle est très forte pour tirer des conclusions, elle est très forte pour structurer des conclusions. Parce que tout simplement, comment est-ce que ça marche? Eh bien, l'IA, elle va apprendre à partir de gros jeux de données. Elle va apprendre, en fait, quelles sont les bonnes réponses, quelles sont les bonnes analyses. Elle va être capable d'agréger de gros jeux de données qui sont très difficiles à comprendre pour un être humain, qui nécessitent ce travail-là, quoi. Et du coup, moi, mon opinion, c'est que ça va être très rapidement pris en charge par l'intelligence artificielle. C'est déjà le cas en grande partie aujourd'hui. Je pense que la plupart des gens qui sont efficaces dans ce type de job, donc par exemple les business analysts, euh, euh, les personnes qui font du support client, des choses comme ça, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'intelligence dans ces métiers-là, beaucoup d'intelligence artificielle. Et ça va être le premier métier à disparaître parce qu'il y a la combinaison de deux choses, donc gros jeu de données d'entraînement, besoin de logique analytique. Ça veut dire que l'IA, elle va pouvoir le prendre en charge, pour moi. Cette partie-là, c'est plus difficile. C'est dans cette catégorie-là que moi, je me situe, en tout cas, de par mon background professionnel, c'est-à-dire que j'ai été développeur, j'ai fait du management, je travaillais sur de la tech. C'est des choses que j'utilise l'IA dans mon travail aujourd'hui. Je l'utilisais pendant quand même quelques années maintenant. L'IA est un support pour moi, mais elle ne peut pas encore faire complètement ce que je fais. Est-ce que ce sera le cas un jour ou pas? C'est difficile à dire. Mais ici, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas de gros jeux de données d'entraînement. Parce que le travail que moi je fournis, ou en tout cas que ce sur quoi je bosse aujourd'hui, eh bien, ma façon de créer et de faire mon travail, elle est un peu unique à moi. Alors, bien sûr, il y a d'autres personnes qui peuvent être entrepreneurs, qui peuvent avoir des business, qui peuvent avoir des business models similaires, qui peuvent créer des offres similaires, qui peuvent avoir des idées similaires, mais il n'y a pas de règles, quoi. C'est très diffus. Il n'y a pas un jeu de données de 10 millions de posts LinkedIn, de 10 millions d'emails, de 10 millions d'offres, de 10 millions de choses que je fais qui existent pour entraîner l'IA. Donc, jeu de données d'entraînement réduit, plus besoin de logique, plus et de créativité. Donc, il y a les deux. Donc, ça, ce sera moins facile à outsourcer. Enfin, à déléguer à l'IA, pardon. Pas outsourcer, c'est autre chose. Et ici, donc, notez bien que là, on parle de 20%. Donc, si demain, les personnes qui sont dans cette catégorie socioprofessionnelle
même si l'IA ne peut pas entièrement les remplacer, en vrai, c'est que 20% de la population, c'est pas énorme. Ce qui compte, c'est le 80-20, il est ici. Ok. D'ailleurs, je pense qu'on peut le symboliser ici. Je vais mettre ça. C'est le 80. Je l'écris d'ailleurs. 80-20. Et enfin, pour le travail manuel, et c'est là que c'est, je pense, un des moments assez intéressants, le travail manuel, comment est-ce qu'on l'automatise? On l'automatise avec des robots. Donc vous avez peut-être vu on peut regarder, hein, mais robots agriculture. Enfin, je vais peut-être pas mettre une vidéo complète, mais ça va être des choses comme ça. Des robots intelligents qui vont être capables de reproduire les mouvements qui d'habitude sont effectués par des humains. Donc là, on a un robot qui semble se déplacer, contrôler la qualité des salades, quoi. Probablement les arroser, peut-être les récolter. Pour ça, on a besoin de les entraîner avec des jeux de données d'entraînement énormes. Donc énormes jeux de données d'entraînement, plus besoin de robotique et de logique analytique. Ici, la problématique qu'on a, c'est que les jeux de données d'entraînement nécessaires pour réussir à faire des choses comme ça, elles sont gigantesques. Parce que, ok, donc par exemple, si on reprend ça, on se rend compte que les jeux de données d'entraînement, ça va être par exemple beaucoup de texte, ça va être beaucoup de grandes spreadsheets, grands Excel, avec par exemple dans le cas de la finance, avec peut-être 10-20 métriques par feuille, quoi. Ça va être des choses comme ça. Ça va être beaucoup de voix dans le cas de l'entraînement d'une intelligence qui va travailler sur la voix. Des choses comme ça. Le problème ici, c'est que les jeux de données, ça va pas être ça. Ça va être, prenons l'exemple de ce robot. Pour faire ce robot, il va falloir avoir 10-20 plus métriques sur la salade. Donc par exemple, la couleur précise, l'ensoleillement, le taux d'hydratation, l'humidité, le taux de pesticides, le vent, la densité de nutriments dans la terre. Il va y avoir une vingtaine de métriques là-dessus. Ensuite, il va falloir 20-30 métriques sur le robot en lui-même. Est-ce qu'il a assez de carburant ou d'électricité? Est-ce que quelle est la vitesse de tel ou tel truc? Quelle est la position du premier bras? Donc la position, c'est 2 métriques. Hein, ça va être non 3 métriques, pardon. Ça va être son emplacement vertical, horizontal, enfin en gros sur 3 axes, quoi. Donc 3, plus l'énergie du robot, plus la vitesse, plus l'équilibre, plus le poids, plus la capacité préhensile pour attraper la salade. On rajoute à ça des métriques autour de l'irrigation, quelle est la puissance du jet, quel est le positionnement du jet, quelle est la taille de la salade, comment est-ce qu'on l'identifie visuellement. Donc il va y avoir du traitement visuel en plus, donc traitement visuel. Il va y avoir des métriques pour rouler, il va y avoir des métriques pour diriger le véhicule, tous les métriques de maintenance aussi, positionnement, comme on l'a dit, qualité de la terre, de l'air, pesticides. En fait, on se retrouve avec pas 10 métriques, mais avec 100 plus métriques qui rendent le truc très compliqué, quoi. Pour l'entraînement, juste. Et en plus de l'entraînement, on va avoir besoin de métriques en temps réel pour piloter l'activité. Parce que si le robot sait exactement, ok, je dois me positionner à 10 cm au-dessus de la salade, ensuite je dois repérer sa taille, machin, en temps réel, il doit quand même être capable de repérer la taille du truc, de se positionner au-dessus, de l'arroser, mais il doit aussi être capable de capter l'humidité de l'air pour être capable de dire là, il y a une humidité de l'air plus élevée, donc je vais mettre moins d'eau, et ainsi de suite. Là, il y a peut-être besoin de pesticides, je vais mettre des pesticides. Il doit être capable de se diriger, donc il y a tous les capteurs qui vont lui permettre de s'orienter dans l'espace. Donc non seulement il y a besoin d'une pléthore de données pour entraîner, mais il y a aussi besoin d'une pléthore de données et de capteurs pour gérer ça. Donc l'entraînement, c'est déjà un challenge, parce que pour réussir à entraîner le robot, il faut collecter ces données. Donc il faut un robot de collecte de données. Donc en gros, il y a plusieurs phases, hein. Je vais l'écrire ici, mais il va y avoir, je vais le mettre en blanc. Il va y avoir robot collecte de données. Ensuite, il va y avoir entraînement. Ensuite, il va y avoir test and learn. On va envoyer le robot sur le terrain et on va apprendre. Réentraînement probablement. Et dans tous les cas, le robot doit processer de la donnée en temps réel, puisqu'il doit pouvoir, comme on l'a dit, se diriger, s'orienter, s'assurer que tout marche bien, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut beaucoup de capteurs, et il faut surtout de la donnée puisse être stockée. Qui puisse être stockée, du coup, sur le robot. C'est pas juste de la donnée qui va être envoyée à un centre décentralisé, ou peut-être que si, mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il faut des puces, il faut du matériel qui puisse stocker, récupérer beaucoup de données, la stocker, la processer, et l'envoyer quelque part. Et en vrai, moi, bon, je connais pas très bien ça, mais je pense que c'est de la donnée qui doit être stockée et ramenée à la base, probablement, et que la capacité de processing d'un robot,
elle est limitée, à moins qu'il soit complètement connecté, mais est-ce que dans les champs, il y a une super couverture réseau? Je ne suis pas sûr. Donc il y a des problèmes de combien de données on peut stocker et traiter dans une puce électronique, sachant que la puce, elle doit aussi contenir l'intelligence qui fait que le robot fonctionne. Et donc, il y a toutes ces problématiques. Pour toutes ces raisons, cette partie-là, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra faire avec des robots un jour? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre du temps? Oui. Parce qu'il va falloir faire des progrès technologiques pour avoir des puces qui puissent embarquer plus de données. Il va falloir augmenter notre puissance de calcul. Il va falloir créer des robots pour chaque cas d'usage. Parce que là, on a un exemple. Mais est-ce que ce robot-là qui s'occupe des salades, il pourrait aussi s'occuper des carottes? Probablement pas. Ou alors il faudrait un autre modèle d'entraînement encore une fois. Et là, on parle d'un métier qui est l'agriculture, mais il faut imaginer qu'il faut faire ça pour tous les métiers manuels. Il faut faire ça pour la plomberie, il faut faire ça pour les pompiers, il faut faire ça pour les restaurants, pour les boulangers, pour les machins. Et là, je parle juste pure théorie, pure et dure, sans même rentrer dans la considération de est-ce que c'est souhaitable d'avoir un robot qui nous fait du pain plutôt qu'un boulanger, quoi. Je rentre même pas dans ce débat. Ça va prendre énormément de temps, donc probablement que les métiers les plus fréquents vont être les premiers à outsourcer. Donc en France, les boulangers, c'est un bon exemple. Je sais pas. Peut-être que c'est quelque chose, voilà, à voir si on a envie de le faire ou pas, si ça fait sens pour notre société, quoi. Mais en tout cas, c'est un énorme challenge, et ça, par définition, ça ne peut pas aller vite. On ne pourra pas se réveiller dans 10 ans et que tout soit confié à de l'IA. C'est impossible. Déjà parce qu'il va y avoir une friction sociétale, parce que même si les cas d'usage sont là, tout le monde n'aura pas envie de se retrouver dans ce monde-là. Ensuite, parce que c'est beaucoup d'investissement de temps et d'argent. Et ensuite, parce qu'il reste des problèmes technologiques à craquer avant que ce soit sérialisable. Donc, si je récapitule, le travail semi-manuel, c'est la partie qui sera la plus rapidement remplacée par l'IA. Le travail manuel, ça va être plus dur. Et cette partie-là, c'est la partie la plus floue parce que c'est dur à savoir. Ça va dépendre de à quel point on atteint un niveau d'intelligence globale élevé avec l'intelligence artificielle. Mais c'est pas très important comme question parce que c'est pas ce qui concerne la majorité de la population. Parce que c'est pas le plus important. Et du coup, je pense que ici, on va avoir un gros remplacement par l'IA. Et ça veut dire qu'on va avoir des catégories socio-professionnelles qui vont shifter. C'est-à-dire que on va avoir en gros, c'est mon avis, hein, des personnes qui jusque-là faisaient du travail semi-analytique, des trucs comme ça, qui vont se rediriger soit vers du travail manuel, le retour au champ entre guillemets, et on va avoir aussi des personnes qui faisaient du travail semi-analytique, enfin analytique semi-manuel, qui vont qui vont se tourner vers du travail de la connaissance et finir le basculement. Donc pour faire ça, ça induit qu'on va avoir des reconversions professionnelles. Oups. Oui, c'est ça. Donc, exemple type, j'ai un job qui est d'être un agent de support client. J'ai beaucoup travaillé dans le support client pour ma part. Mon job est automatisé. Je fais une reconversion pour devenir développeur ou pour devenir, je sais pas, marketeur, je sais pas, quelque chose quoi. Et je me retrouve dans cette catégorie socio-professionnelle. Où j'ai un gros coup de mou en me disant oh là là, c'est un monde de merde, j'ai envie de retourner à la nature, j'ai envie de retourner au vrai. Et il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver ici. Et on va aboutir à un monde dans lequel on se retrouve avec probablement 60% de travail manuel. Non, c'est pas vrai. 50% de travail manuel. Non. 40% de travail manuel. C'est ça ma prédiction. 10% de travail semi-manuel. Ce seront les résistants qui veulent continuer de le faire eux-mêmes, quoi. Et 50% de travailleurs de la connaissance. Et ça, je pense que c'est pas tout de suite non plus. Ça, en réalité, je pense que c'est horizon 10-20 ans. Parce que, oui, en termes de technologie, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais dans la réalité, pour que ces deux buckets changent, il faut que ce bucket-là, il faut qu'il y ait un shift dans les mentalités et que les gens se disent ok, que les entreprises se disent on est ok pour utiliser l'IA plutôt que des gens, que les gens se disent on est ok pour abandonner le job pour passer dans d'autres catégories socio-professionnelles. Et ça, c'est un changement qui va prendre 10-20 ans, peut-être 50, j'en sais rien. Donc ici, je pense qu'on peut noter, donc je le remets ici, hein, disons 20 ans. Ici, cette partie-là, elle est beaucoup plus dure à confier à l'IA, et là, je pense que c'est un horizon 50 plus ans. Et quand je dis 20 ans, 50 plus ans, c'est 20 ans ou 50 plus ans pour que 80% du truc soit automatisable. Pas automatisé, automatisable. Dans le sens où, oui, je pense que dans 20 ans, le travail semi-manuel sera entièrement automatisable. Mais il ne le sera pas, parce qu'il y aura 60 à 80% des gens qui auront abandonné ces jobs-là. Et ici, c'est le plus dur à dire, et je pense que c'est horizon plus ou moins infini. Pardon, je ne sais pas écrire. Ok, donc ça c'est ça. Ensuite, du coup, horizon 50 ans, qu'est-ce que ça donne? Ça donne probablement 10% de travail manuel, 10% de travail semi-manuel et 80% de travailleurs de la connaissance. Mais le truc, c'est que dans le monde, on n'aura jamais besoin de 80% de travailleurs de la connaissance. Donc, on va probablement arriver vers un monde où il y aura 10% de travail manuel, 10% de travail, 10% semi-manuel et probablement 30% de travailleurs de la connaissance.
en réalité. Et là, on sera dans une économie d'abondance. L'économie d'abondance, c'est quoi? C'est le moment où on génère tellement de richesses, tellement de valeur, donc chacun définit la valeur comme il l'entend, on génère tellement d'abondance, quoi, de produits et de biens, que l'ensemble de la population n'a plus besoin de travailler. Donc ça, c'est peut-être horizon 100 ans, j'en sais rien. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, faut imaginer le truc, mais si dans 100 ans, on est capable de produire 2 fois de quoi nourrir toute la planète, automatiquement, bah, y a toute cette population, quoi, travail manuel, qui n'existe plus et qui n'a plus besoin de travailler. C'est pas juste, voilà. Faut imaginer que toute cette partie de la population, enfin, que ces deux parties-là dans 100 ans n'existeront plus, ou elles pourront ne plus exister. Et on n'a pas besoin d'avoir 100% des gens de la population mondiale qui fait du travail intellectuel. Parce que ça devient de la masturbation intellectuelle. Et que ça n'intéresse personne et que ça ne crée pas beaucoup de valeur en vrai. On est dans l'économie d'abondance, donc on a besoin de peut-être 20% de population active, 50% de la population active, je ne sais pas. Et c'est là qu'on arrive sur des notions comme celle du revenu universel, où si tout le monde est riche et tout le monde est dans l'abondance, est-ce qu'il y aura un revenu universel qui existe où tout le monde reçoit de l'argent pour pouvoir juste bien vivre tout le temps, quoi? Et si on arrive là, se posent d'autres questions, donc revenu universel, un chômage quoi pour tous. Et si on arrive là, quel problème? Perte de sens. Si demain on a 50% de la population qui a un revenu universel et qui n'a pas de travail, qu'est-ce que les gens font de leur vie, quoi? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui trouvent du sens à leur vie dans leur travail. C'est mon cas. Je pense que c'est le cas de pas mal de gens en vrai. Pas tous, mais peut-être de 50% de la population. Si demain j'ai un travail qui n'est plus important, qui n'est plus nécessaire, ou en tout cas qui ne me paraît pas important, ou que demain je ne travaille plus du tout, bon, bah, bien sûr, j'aurai quelques mois où je serai très content de pouvoir faire un peu ce que je veux, mais en fait, je me demanderai quelle est la valeur de ma vie, qu'est-ce que j'apporte sur cette terre, quoi. Et tout ça, c'est des problématiques qui se poseront, quoi. Il faudra aller chercher du sens ailleurs, ou peut-être que c'est la créativité et l'art qui prendront davantage d'importance. Peut-être que ce sera le retour de la philosophie, ou peut-être qu'il y aura d'autres types de métiers qu'on n'est pas capable d'imaginer aujourd'hui qui seront créés. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Donc, pour la réponse à la question, est-ce que l'IA va prendre notre job? Bah, en vrai, pas tout de suite. Et que les premiers jobs touchés seront ceci, et en dernier, cela. En vrai, je pense que, encore une fois, dans 20 ans, 40%, enfin, les 40% de gens qui font du travail semi-manuel aujourd'hui, très analytique, pourront être remplacés. Et over time, on va se retrouver avec le travail un peu knowledge worker, où il y aura de plus en plus de personnes dans cette catégorie. Et c'est pas des personnes qui seront entièrement remplacées, mais ce seront des personnes qui travailleront avec l'IA. Ce seront probablement des gens qui orchestreront les IA, qui feront le travail semi-manuel et le travail manuel, et qui réfléchiront aux problématiques de l'IA et de la société. Et cette catégorie-là sera la dernière à disparaître. Enfin, de toute façon, aucune catégorie ne disparaîtra complètement, mais enfin voilà, c'est un petit peu ma vision, et c'est du coup basé un peu sur les fondamentaux du truc, qui sont, bah voilà, c'est quoi la quantité de jeunes données nécessaires, c'est quoi les limitations technologiques, voilà, qui sont un peu incontournables. Et je vois pas de toute façon, je vois pas un monde dans lequel on puisse dépasser certaines limitations technologiques dans les 20 prochaines années. Et en dehors de juste la simple capacité technologique, voilà, il faut se rappeler que l'un des plus gros bloqueurs sur l'innovation, ce n'est pas la possibilité qu'aura l'IA de remplacer tel ou tel travailleur, mais ça va être les limitations et la friction qui seront mises par la société. Tant qu'on aura, enfin, il y a peut-être 50% des jobs qui sont aujourd'hui créés par de grosses entreprises, qui sont un petit peu des mastodontes, qui sont un peu avec une forte inertie. Le temps que de gros mastodontes comme les entreprises du CAC 40 se décident à se dire oh là là, on va utiliser l'IA pour remplacer tout notre back-office, il va falloir 50 ans, quoi. Même si on peut faire ça dans 2 ans, il faudra 50 ans pour que le truc se mette en place. Donc, bon, moi je pense que si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire et que de votre vivant, vous ne verrez pas de grands remplacements. Et que ce sera un shift technologique qui sera petit à petit. Mais dans tous les cas, si vous voulez vous immuniser à ce changement, et s'il arrive plus vite que prévu, il faut se diriger plutôt vers du travail de la connaissance, ou en tout cas ajouter à son job une composante de travail de la connaissance. Donc pour donner un exemple, je sais pas, vous êtes, j'en sais rien moi, vous êtes agriculteur par exemple, eh bien en allant vous intéresser beaucoup aux études scientifiques, peut-être au marketing et à la vente aussi, puisque en vrai ça existe aussi. En vous intéressant à toutes sortes de modèles économiques, et je dis ça sans beaucoup connaître le métier, mais en ajoutant une petite part de travail de la connaissance et de... En fait, en considérant votre business manuel comme un business avant d'être une activité manuelle, ce qui n'est peut-être pas du coup ce que la plupart des gens qui sont dans cette catégorie veulent faire, mais en tout cas, voilà. C'est comme ça qu'on devient un peu immunisé à ce changement-là, je pense.
et qu'on est capable de se retourner et d'exploiter à fond ces tendances qui vont arriver, quoi. Voilà un petit peu mon avis sur ce qu'ils appellent le grand remplacement. C'était Manuel, ciao.